Attends-moi 2 minutes, je vais chercher une courgette et je reviens. Encore une nouvelle fille, c'est ça? Eh les gars, faudrait enterrer Pierrette, hein, elle traîne toujours sur le parquet. Mais comment tu peux en parler comme ça? Non mais je vais pas non plus payer pour engager un croque-mort. Oh non, je vais pas me permettre d'abîmer ma nouvelle manucure. Je crois que j'avais une lessive à faire. Je vais y aller, hein, d'accord? Salut tout le monde! Qui est pour? Salut, aujourd'hui on va commencer par 2 définitions, ça ira plus vite. Le mec il se cache derrière des définitions pour faire genre... Toi, ta gueule. Bon, la nation a donc une connotation politique. Et le peuple a une connotation humaine. Donc quand on entend des trucs du genre Notre devoir de citoyen est de protéger la nation. on pense donc à protéger notre patrimoine culturel et politique plutôt que le peuple. Parce que si on voulait protéger le peuple, on dirait plus. Nous devons tous protéger le peuple, tous sur Global Mountain. J'ai sélectionné un exemple histoire d'illustrer tout ça. Ouais, mais en même temps, l'exemple, ça sert un petit peu... J'avais dit, tu fermes ta gueule. Ouais, je suis énervé, et alors? Alors Libertalia, c'est quoi? Eh bien Libertalia, c'est une colonie libertaire formée par des pirates au XVIIe siècle qui aurait perduré environ 25 ans sur une île que l'on identifiera plus tard comme Madagascar. Mais bon, si vous faites une recherche Google, vous trouverez surtout des noms de restaurants et de l'éternel débat entre le mythe et la réalité. Putain, faut vraiment que je me calme. Seulement, et comme avec beaucoup d'autres mythes et histoires, on a plus tendance à analyser la forme que le fond. Et du coup, on en oublie un petit peu le message qui vient derrière. Moi, personnellement, j'ai découvert Libertalia avec le livre Les Mutins de la Liberté de Daniel Baxler, qui est d'ailleurs un très bon livre que je conseille à tout le monde, et ça a plus ou moins influencé mes actuelles opinions politiques. En fait, pour résumer rapidement, il s'agit d'un jeune bourgeois français qui attire sur un bateau de guerre un prêtre italien pacifiste et rêveur, et au fur et à mesure de leurs aventures et de leur campagne militaire, ils finissent par se rebeller face aux hautes instances de leur bâtiment, c'est-à-dire le capitaine et ses lieutenants, et du coup ils forment une nouvelle communauté libre et ouverte à tous, qui va bientôt s'établir sur l'île que l'on identifiera comme Madagascar plus tard. S'ensuivit donc la construction d'un système politique nouveau basé sur l'humain et non sur le pouvoir, un système non oligarchique où chacun pouvait trouver sa place. Pour donner un exemple, par exemple... Donc, par exemple, désolé, chaque semaine était tirée au sort une nouvelle tâche pour chaque personne, ce qui permettait du coup une meilleure polyvalence au sein de la communauté et une expérience plus variée pour chaque personne. Et évidemment, puisque c'était une démocratie avant tout, il y avait des chefs, des leaders. Donc pour faire court, ce sont les 2 protagonistes principaux, donc le bourgeois français et le prêtre italien, qui ont été choisis pour guider le peuple, accompagnés par un vétéran de guerre et un médecin, il me semble. Ouais bah je suis pas sûr, allez pas me faire chier non plus. Ah. Bon, je disais donc, il y avait des petits gouvernants pour chaque petite parcelle de la communauté, ce qui permettait un dialogue permanent entre les grandes instances et les petites instances, et du coup, le quartier général, qui était considéré comme le palais de la petite république, était libre d'accès à tous, pas comme ce fichu palais à Paris dans lequel tu regardes le portail et tu te fais virer. Putain, mais il faut vraiment que je me calme. Vous en avez marre d'avoir trop d'eau sur la terre, vous voulez des films plus intéressants, vous voulez que l'essence soit moins chère, vous voulez faire de nouvelles conquêtes. Ouh là là, une bombe nucléaire! Vous voulez des stripteaseuses plus sexy, alors votez pour le chameau, parce que le chameau, il est beau! Ainsi donc, même si ce livre est une fiction, il est d'ailleurs possible que Libertalia soit un mythe, il nous rappelle que ce qui est important pour la prospérité d'un pays, c'est avant tout la symbiose entre la nation et le peuple, le partage des idées, le respect des valeurs humaines, et de cette dernière, on en manque cruellement. Enfin bref,
Bref, donc cette communauté était basée sur le partage des idées et aussi des origines, parce qu'on pouvait y retrouver des bourgeois français ou portugais, comme des noirs que l'on avait libérés des négriers de l'époque. Donc la principale préoccupation des héros de ce livre, c'est-à-dire le bourgeois français et le prêtre italien, c'était surtout de rivaliser avec les autres pays de l'époque, donc par exemple le Portugal et l'Angleterre, qui ont d'ailleurs envoyé des navires de guerre pour les combattre, parce qu'ils avaient un petit peu peur pour leur couronne. Avoir des dissidents natifs de notre pays et qui menacent notre couronne, c'est pas joli et ça fait pas plaisir. Et la solution quand on a peur, c'est quoi? Et de tout casser et de tout détruire. Donc ces grandes puissances ont lancé quelques raids contre l'Hypertalia qui n'ont rien donné. Du coup, ils ont ressenti un certain respect, plutôt une certaine crainte envers la République naissante. Et du coup, ça a rallié pas mal de monde à leur cause. Et donc, comme l'organisation politique se faisait plus complexe et plus complète au niveau de l'Hypertalia, ils ont commencé à faire du commerce avec les tribus malgaches qui habitaient sur la même île qu'eux. Et ils se sont ralliés avec des pirates qu'ils ont engagés comme corsaires, qui n'ont pas forcément été d'une très bonne aide. Ils ont instauré quelques petits vices au sein de la communauté. Il voulait dire les putains. Seulement voilà, les navires armés de ces pirates leur étaient très utiles, et ils ont voulu les mettre un petit peu à l'écart. Juste au moment où l'armée malgache s'abattait sur eux pour leur voler toutes leurs ressources. Et du coup, ils se sont retrouvés envahis rapidement par toute une tribu d'hommes tout nus avec des lances. Du coup, la petite république a été détruite malgré leur avancée technologique. De plus, la légende dit que certains citoyens ont réussi à s'enfuir et se sont établis un petit peu partout sur la carte. Mais le message va souvent bien plus loin que la fiction. Henri Miller nous a appris que le chaos était en fait une définition pour expliquer ce que l'on n'arrivait pas à comprendre ou à accepter. Et en effet, pour l'époque, dans une société basée sur la monarchie, on ne pouvait pas accepter un système politique qui mettrait en péril leur domination et leur tête. Par exemple en libérant les noirs des négriers et en les acceptant comme étant des êtres humains comme les autres. Ils ont aussi osé remettre en doute la qualité divine des rois de l'époque. C'était puni par la guillotine, c'était la plus grande traîtrise que l'on pouvait faire. Et d'un autre côté, était aussi en cause la religion en elle-même. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté se fasse autant sur le ciel aussi sur la terre. Donne-nous notre pain quotidien, et pardonne nos offenses comme nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Louis, j'ai entendu ta prière, mais je te préviens, je fais de toi un roi, mais un jour je te prendrai la tête. Et ainsi donc on y arrive, on pourrait qualifier cette petite république de chaotique. Seulement voilà, on n'en a pas le droit, parce qu'ils vivaient en démocratie. Et nous aussi. Donc, pour illustrer, on aurait pu qualifier, et on peut toujours qualifier, d'ailleurs, le système politique de Gandhi de chaotique, étant donné que c'est quelque chose de nouveau que l'on ne pouvait pas accepter. Le pacifisme, c'est mal. Ainsi donc, et toujours selon Henri Miller, Gandhi était un être qui annonçait le chaos. Donc ce qui est nouveau fait peur, mais c'est pas vraiment inédit. On pourrait prendre l'exemple de la petite bête qui ne peut pas manger la grosse. Mais quand il y a plusieurs petites bêtes, elles peuvent rivaliser. Et ainsi donc, elles vont rivaliser et renverser la grosse bête. Le problème se pose, c'est qu'au bout d'un moment, il va y avoir un vide au niveau du pouvoir. Et les petites bêtes, elles vont faire quoi? Et c'est de ce principe dont va vraiment partir l'analyse d'aujourd'hui. Attendez, je ne dis pas que tout ce que j'ai dit avant était inutile. Non. Ah, mais c'est pas possible. Parce que dans une démocratie, c'est quoi qui compte? Eh bien, c'est que le peuple possède la clé, mais aussi la serrure de sa propre prospérité. Le problème, c'est qu'en voulant s'organiser, beaucoup de démocraties se sont divisées en plusieurs parties pour la prospérité et pour donner le choix. Seulement voilà, on se retrouve avec plusieurs idéologies différentes et certaines n'ont rien à faire là. Et du coup, on en a oublié la fondamentale de la prospérité d'un peuple, c'est le respect de l'être humain. Excusez-moi, mais il suffit de bien regarder un politicien se laver les mains des conneries d'un gouvernement qui est censé être uni pour le bien du peuple, et qui traite son voisin de siège de tous les noms. Le mec, il nous a traité de connard! Mais non, il a juste dit que Julie Gaillet marchait un peu en canard. On va un petit peu revenir en arrière, donc notre politique, en se complexifiant, a décidé de se diviser en plusieurs groupes qui sont ensuite devenus des partis. La gauche, la droite et tout ce qui va à côté. Mais imaginons que nous soyons les créateurs de la démocratie, les Grecs. Bon, la toge, on n'était peut-être pas obligés non plus. À mon avis, ils estimeraient que notre système politique est chaotique. Et franchement, dans tous les sens du terme, entre nous c'est plus ou moins le cas. Nous nous battons parfois pour des idéaux qui n'ont même pas lieu d'être, des divergences ridicules et des querelles lointaines. Et nous, le peuple, on a le pouvoir d'arrêter ça, on est censé l'avoir tout du moins. En fait, nous sommes les spectateurs de ce que nous voulions créer il y a 300 ans. Seulement voilà, nous avons perdu le contrôle. Mais qu'est-ce qui se passe encore ici? On vote pour que Pierrot enterre Pierrette, t'es pour? Et quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non mais ça va vraiment pas mieux vous, hein. Je vous rappelle que c'est l'un d'entre vous qui l'a tué. Tu es contre la démocratie, c'est ça? Espèce de hippie communiste! Non c'est pas ça, c'est juste qu'on devrait plus voter pour que le coupable se dénonce. Qui est pour?
Ok, bon, vous allez peut-être élire un chef, donc vous y êtes. Ouh, mais ça devient intéressant. Ah mais c'est moi le plus riche, c'est à moi de décider de toute façon. Bon, ça suffit, moi je me casse. On va quand même passer la manipulation politique, mais j'aimerais quand même vous parler d'une photo sur laquelle je suis tombé il y a quelques temps. C'est bon, vous avez tout vu? Je sais que dans certaines conditions, la fin peut justifier les moyens, seulement voilà, dans un pays où la police est supérieure en nombre aux terroristes, cette statistique, ok? Cette statistique est forcément vraie, mais elle est dans un pays comme l'Iran, et forcément, elle va s'inverser. On peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres, mais là, c'est carrément du foutage de gueule. Je prends ça comme exemple, hein, j'aurais pu en prendre d'autres, mais je trouve qu'il reflète plutôt bien ce que je voulais dire. Parce que dans certains cas, les arguments avancés peuvent être un petit peu hésitants, ou carrément faux, comme dans ce cas précis. En fait, cette photo nous apprend quelque chose. Il faut savoir regarder le revers de la médaille, pas se laisser attirer par le joli texte et la jolie photo qu'il y a. Parce qu'il faut dire, c'est attirant quand même, hein. C'est frappant, le slogan est plutôt bien écrit, la photo est plutôt bien prise aussi. Donc voilà, l'idée paraît bien, mais l'argument en lui-même est faux. Par exemple, le changement, c'est maintenant. Donc comme je le disais dans un livre nommé Polémique, on a nous-mêmes créé notre environnement pierre par pierre et loi par loi. Seulement voilà, on ne peut pas reculer, on ne peut qu'avancer. Mais est-ce qu'on escalade? Ou est-ce qu'on tombe? En fait, la réelle question c'est, est-ce qu'on doit se résigner à vivre avec ce que l'on a? C'est une solution de facilité, mais certaines personnes pensent pouvoir changer les choses, et j'aimerais me pencher sur les anarchistes. Bon, je n'ai rien contre les anarchistes, hein, loin de là. Mais je trouve que proposer que le peuple se dirige lui-même sans gouvernement et sans leader, ça finirait vers un système un peu chaotique, la définition officielle cette fois. Donc ce serait un petit peu problématique et ça finirait forcément en couille. Alors du coup, pour illustrer un petit peu avec l'exemple de la grosse bête et de la petite bête, je vous ai fait un petit film avec des Lego et des Playmobil, vous vous moquez pas, histoire d'illustrer un petit peu ce que je veux dire. Pourquoi il y a un Stormtrooper dans cette vidéo? Pourquoi la Gandalf avec un lasso? Et pourquoi ce chevalier a deux putains de cordes de boucle sur la tête? Et la qualité photo est pourrie! La lumière est dégueulasse! Mais qui c'est qui m'a fait ce truc? C'est immonde! Mais c'est toi, connard. Oh mais c'est mignon hein, c'est plutôt joli, et puis la qualité est pas si terrible que ça, et puis Je me répète, mais mon argumentation est mienne, et je ne la considère pas comme étant une vérité absolue. Donc vous avez le droit d'être d'accord, mais vous avez surtout le droit de ne pas être d'accord. Si vous avez quelque chose à rajouter ou à critiquer dans le plus grand respect, et sans haine s'il vous plaît, vous pouvez commenter en dessous de la vidéo. Et j'aimerais rajouter pour terminer cette vidéo que la politique est un paradoxe, et que c'est comme ça qu'il faut la voir. Tout simplement parce que le peuple ne veut pas être gouverné, et c'est compréhensible vu les partis qui se présentent à nous et les pseudo-choix que l'on a dans le bureau de vote, mais que le peuple doit être gouverné. Comme on l'a vu, ça finirait en cacahuète s'il n'y avait pas de gouvernement. Et du coup, le peuple se dit « mais où est notre liberté ?» Seulement voilà, la liberté d'un peuple et d'une nation, ensemble, c'est la liberté de choisir qui va le gouverner. Alors, qui c'est qui vote pour moi comme chef? Et pourquoi toi d'abord, hein? Moi aussi j'ai envie d'être le chef, qui vote pour moi? Oui, merci. J'ai commandé de la pizza. Alors c'est qui le chef maintenant? Je suis content d'avoir fini cette vidéo, dis donc. J'ai vraiment failli m'énerver à un moment. Je vais vous expliquer, en fait il s'est passé... Aujourd'hui, c'est l'enterré de ma maman! Mais qu'il est con ce gosse, mais on s'en fout que tu as enterré ta mère! C'est bien, arrête de nous en parler toutes les 5 minutes! Maintenant tu éponges le sang qui est par terre et tu enlèves les morceaux de bras qui traînent! Et sans se péter, compris? Bon, allez, on s'y met. Pierre, tu es là?
Les affaires de pirates. Son bandana bleu. Ah. Quoi? Qu'est-ce que... Du Doliprane? Pierrette, mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai oublié de vous dire, donc du coup maintenant on a une page Facebook et une page Twitter. Bon, Twitter c'est pas encore pour tout de suite parce que je sais pas trop m'en servir. Donc n'hésitez surtout pas à nous rejoindre, à liker la vidéo, à commenter et surtout n'oubliez pas de la partager si elle vous a plu. Merci et bonne fin de vacances à tous.